Service après-vente de la F1. Gentlemen, start your engines and let's get ready to rumble! And it's lights out, away we go. Verstappen gets an excellent start. Sebastian Vettel needs to cover him off. Kimi Raikkonen on the inside, and he's cracked with Verstappen. He's hit Vettel as well. Raikkonen is out before the first corner. He's gone into the Red Bull there as well. Carnage as Fernando Alonso gets involved. Raikkonen, yes, Vettel going backwards. He is off and looks to be out of it too. That's pole position. Grazie ragazzi, grazie, macchina grande, macchina rossa, thank you guys, great qualifying, great car, really enjoyed that one. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le service après-vente de la F1 pour le warm-up du Grand Prix de Chine 2018. C'est Dino au micro et lors des 30 prochaines minutes, nous reviendrons évidemment sur la 52e pole position de Sébastien Vettel et la 215e power pilote de la Scuderia Ferrari, mais pas seulement. Alors je vous rassure, bien que l'appel du monologue fût des plus tentants, ils sont 3 à avoir forcé la porte du studio pour contenir le forcené que je suis. Alors puisque je n'ai pas le choix, bonjour et bienvenue Buchor, Marco et Shinji. Bonjour. Et je préviens tout de suite les auditeurs, je suis garant de la durée de ce podcast. Oui, il a un taser planté sur moi. Ah, j'ai mieux, j'ai un bouton avec mute marqué dessus. Donc messieurs, est-ce que vous allez bien? Oui, merci. Oui, et toi? Oui. Bah écoute-moi, ça va. Une pole position de Vettel, ça va. Ça allait bien les deux premiers secteurs et puis le troisième, moins bien. Eh ben, tu vois, moi c'est l'inverse. Donc effectivement, je rappelle rapidement le concept à nos auditeurs. On a juste 30 minutes pour s'échauffer avant le départ du Grand Prix de Chine qui aura lieu demain à 8h sur Canal+, et pas sur encore F1 TV Pro. Mais bientôt, ça va venir. Voilà, 30 minutes. Bon bah voilà, on va un petit peu échanger il n'y a pas de conducteur. Très clairement. On est en 2018, Dino, donc c'est pas 8h, c'est 8h10 demain matin le départ. Ah oui, c'est vrai, c'est 8h10. Non, mais vous pouvez vous mettre sur Canal à partir de 8h. Hein. Il y a le contenu exceptionnel de Canal+ à partir de 8h. Voilà, qui a été fait spécialement pour cette saison. Vous pouvez. Juste avant de commencer sur le Grand Prix de Chine, je voudrais faire un petit retour sur le Grand Prix du Bahreïn. On a été quelques-uns à nous mobiliser pour une pétition qui est en ligne sur change.org, voilà, et que nous vous invitons à signer. L'idée de cette pétition, c'est simplement d'interpeller les acteurs de la Formule 1, à commencer par la FIA, par Liberty Media, mais aussi les écuries, les directeurs de circuit, les diffuseurs et compagnie, pour, je vais dire, exiger en tout cas qu'on se mobilise très clairement sur la question de la sécurité. On en a encore eu un exemple cette semaine, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, d'une roue mal fixée dans la voie des stands, avec d'autres problèmes qui ont pu être évoqués lors de la précédente émission, donc sur lesquels je reviendrai pas. Mais l'idée, c'était de se dire, c'est facile, ça fait des années qu'on critique, ça fait pas mal de temps qu'on souligne ces problèmes-là et que peut-être qu'il faut qu'on commence à se faire entendre. Alors voilà, l'idée de cette pétition, c'est de vous interpeller, vous, auditeurs, lecteurs, sur cette problématique-là, son importance, et de montrer que on a envie que ces choses-là changent, fassent l'objet d'une réflexion, même si on ouvre de notre côté des pistes, mais que ça fasse l'objet d'une réflexion sérieuse au niveau des instances dirigeantes. Donc tout ça, vous aurez un lien dans les notes du podcast. Oui. Oui, parce que malheureusement, on peut pas faire plus, nous, à notre niveau. Oui. Alors, on l'a dénoncé, ça fait des années qu'on le dénonce, et maintenant, ben voilà, on a passé tapeau dessus, mais nous, à notre niveau, on peut pas faire plus que ça maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, enfin, même on a vu des avis d'anciens pilotes ou même de pilotes. Hakkinen, par exemple. Voilà, qui commence à dire aussi que voilà, faudrait peut-être quand même s'intéresser à la sécurité dans les stands. Ouais, mais Hakkinen, il n'est que double champion du monde de F1. Qui va écouter ce qu'il a à dire?
Et donc du coup, alors je vous propose, il y a une actu qu'on pourra peut-être commenter, mais on la commentera peut-être plutôt en fin d'émission s'il nous reste du temps. Sinon, on laissera les camarades le faire lors d'une prochaine émission. C'est de nous concentrer donc sur ce début de week-end, ce Grand Prix de Chine sur le circuit de Shanghai que nous fréquentons depuis 2004. Et j'ai envie de vous demander, messieurs, tout simplement, quel est pour vous jusqu'à présent dans ce week-end le temps fort que vous avez vécu, on va dire en dehors de la pole position sur laquelle on aura l'occasion de revenir, mais quel est votre temps fort, votre fait marquant vous de ce début de week-end? Mon réveil qui sonne à 8h moins 20 samedi matin pour voir les qualifs. Peut-être sur les essais libres, la magnifique spirale de fumée qui est sortie de l'arrière de la voiture de Ricciardo quand même. Oui. Des mécanos quand même qui grâce à leur boulot ont permis à Ricciardo de participer à la qualif. Mais vous vous rappelez cette époque bénite où on se disait c'est formidable, une équipe en essai hivernal qui casse son moteur à 9h30 du matin, ils pourront plus rouler de la journée parce qu'il faut changer tout le moteur. Et là maintenant en 2 heures ils arrivent à le faire. Même là ils ont dit que c'était un miracle. Hein. Pire que ça, c'est quand même les commentateurs de Canal. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense qu'ils savent ce qu'ils disent. C'est qu'ils disent que c'est le turbo qui a eu un problème et les mecs ils te disent c'est plus rapide de changer le moteur que de changer juste le turbo. Oui. Je veux bien croire. Comme tout est intégré mais dans un bloc. Ouais, bon, bah voilà, on change directement tout le bloc quoi. Mais du coup, les mecs se posent pas de questions. Non, d'ailleurs, on démonte tout l'arrière de la voiture, on change tout l'arrière et puis c'est bon. Mais je sais pas vous, mais moi je me rends absolument pas compte. J'y connais rien en technique. Je me rends pas compte de la performance des mécaniciens. Ils avaient l'air contents, donc ça avait l'air. Bah, tu vois, pour rejoindre un peu le sujet de la pétition, là pour le coup, je pense un sujet qui mériterait qu'on s'attarde dessus, qu'on mette des caméras dessus, qu'on fasse du spectacle autour de ça pour valoriser cette tâche-là, plutôt que d'essayer de faire du spectacle, en tout cas de maintenir le spectacle dans la voie des stands en ne faisant rien. La performance technique, je pense qu'il faut effectivement la souligner, et je faisais le rappel tout à l'heure, il faut se rappeler que la première année de ces V6, quand on changeait le moteur, c'était minimum 6 heures, fallait tout changer. Là, effectivement, aujourd'hui, bon, ils ont des blocs qui sont prémontés et c'est effectivement plus facile de changer un bloc, mais la rapidité avec laquelle ils arrivent à changer des pièces acquises au cours des 4 dernières années et le niveau de fiabilité aussi, enfin, on parle beaucoup des pénalités, etc., mais quand même le niveau de fiabilité de ces moteurs, qui sont très complexes, c'est quand même assez exceptionnel. Mais c'est vrai que c'est difficile à voir. C'est pas joué à grand chose, hein, parce qu'il sort quoi à 5 minutes de la fin de la Q1, Ricciardo, hein. Oui. Ouais, c'est joué à 2 minutes qu'ils puissent faire un tour chrono. Ouais. Vous voyez, en début de séance, ils étaient encore en train de mettre... alors j'allais dire la carrosserie, mais on pourrait plutôt parler de feuilles de papier, vu tellement c'est fin, sur le capot moteur, enfin, qui fait office de capot moteur. Ben, l'emballage et de la du coup, canette, comment vous regardez vous sa performance en qualif où donc il est sur la grille, il est 6e à peine un 10e et demi de son coéquipier Max Verstappen qui est 5e. Comment est-ce que vous percevez? Est-ce que vous pensez d'abord que ce changement de moteur et cette réparation non optimale, puisqu'on a vu par exemple entre Q1 et Q2 qu'ils remettaient le scotch sur le capot moteur, ce qu'ils n'avaient pas pu faire avant, est-ce que vous pensez que ça agrandit sa performance en qualif? Oui, je pense. Surtout que il a les essais libres 3, il n'a pas participé. Hein. Donc oui, il est juste un 10e derrière Verstappen, avec le stress aussi, parce qu'il n'avait pas le droit à l'erreur, mais c'est quand même passé relativement limite en Q1. Mais oui, Ricciardo a toujours été fort en qualification. Mais j'ai peur pour la course par contre, parce que si la voiture est pas, autant tu peux corriger sur un tour en faisant un tour vraiment exceptionnel, autant sur une course, si la voiture est pas parfaite. Ouais, surtout qu'en plus niveau stratégie, ça va être particulier Red Bull, donc vu le choix qu'ils ont fait en Q2. C'est vrai que c'est la question que je me suis posée en fait. Est-ce qu'ils avaient intérêt à changer le moteur et peut-être à le faire partir plutôt du fond de grille? Avec les pneus jaunes. Les blancs carrément. Non, ce week-end c'est ultra tendre et médium. Ouais, c'est ça. Non.
Ouais, donc il fallait faire des tags. Non. C'est jaune tendre, super tendre et ultra tendre, non? Non. C'est le premier Grand Prix où ils font un saut de gamme. Voilà. Donc, il y a pas de super tendre, il y a l'ultra tendre. D'accord. Et pourtant, il n'y a pas de différence entre les gommes. Heureusement qu'ils l'ont fait, parce qu'il n'y a pas de différence entre les gommes. Ouais, à mon avis, les médiums. Si, il y a une différence. Entre les médiums. Bah, les médiums, c'est de la merde. Les ultra puis, tendres, voilà. c'est pas terrible non plus parce que ça tient pas un tour, donc. Oui, c'est ça. Mais ça va être un sacré bordel autour entre la 6 et 15e place, où il y a des pilotes qui vont partir en ultra tendre et d'autres en médium ou tendre. Et autour on va dire autour du 10e tour, ça risque il va y avoir du spectacle. Peut-être même avant. Ça va être la première grande question de la course. Enfin, en tout cas, après le départ, c'est quand vont entrer les Red Bull. Messieurs, il reste 20 minutes. En plus, le timing, c'était bien. Quand vous rentrez les reboots, Alors, je précise que c'est la version de Dino du fichier qu'il a fait tout spécialement. C'est pas la même, du coup, c'est pas la même que oui, à un moment donné, il y aura Scali qui interviendra. Mais c'est vrai que c'est l'une des donnes de la course, c'est qu'on a les deux premiers teams Ferrari et Mercedes qui se sont qualifiés en Q2 avec les pneus tendres, donc les jaunes, donc le milieu de gamme, qui vont donc pouvoir faire des longs relais. Derrière, jusqu'à la 10e place, c'est de l'ultra tendre, avec notamment Grosjean qui est 10e, et à partir de la 11e place, Magnussen, ils vont avoir le choix, ils vont sans doute se tourner vers des tendres pour débuter. Donc c'est vrai que ce ventre mou, vraiment mou, du milieu de peloton va être dans une difficulté, puisque je pense qu'ils vont très vite être comme ils vont s'arrêter tôt, ils vont vite se retrouver dans le peloton. Et avec des mecs qui auront des pneus, il faudra vraiment faire la différence, quoi. Donc ça peut être comme une course assez spectaculaire grâce à ça. Mais voilà, la donne pneumatique va être intéressante. Ouais, ça va être la clé. Ça va vraiment être la clé. Ouais, comme tout. Ça peut jouer au stand. À noter que Hamilton a juste un train de médium, je crois. Et donc il les a pas testés pendant les essais. Mais je pense qu'ils les ont pris parce qu'ils étaient obligés de les prendre, mais il me semble qu'ils sont obligés de prendre un train de chaque. Ouais. Je pense qu'il doit regretter un petit peu. Attends, les médiums, c'est pas le train de pneus que Mercedes a le plus utilisé en essai hivernaux? Oui. Bon, là, ils s'en serviront pas. C'est le plus dur des trois trains. Enfin, à chaque fois, on prend 3 trains, mais ça sert à rien parce que les mecs les prennent pas, quoi. Tu penses que ce qu'ils veulent, c'est pas tant du violet, du jaune ou du blanc. Tout ce qu'ils veulent, c'est 10 degrés de plus, visiblement. Ouais, je pense. Ouais. Et on parle pas de carrossage, on parle de température sur la piste. Vous pensez qu'ils vont pas utiliser les médiums? Sauf là, ils partent entendre. Pas sûr. Ils partent entendre. Excusez-moi, mais s'ils partent entendre, mettre les médiums, ça veut dire qu'ils vont pas utiliser les ultra tendres. Eh ben, je sais pas. C'est ça. Sincèrement, comme stratégie, ça serait audacieux. En Chine, c'est plutôt sur la Bahreïn aussi. Il me semble que c'est 2 arrêts. Donc ça serait plutôt du tendre ultra. Oui, moi je les vois plutôt partir sur ça. Surtout que le médium, c'est un pneu qu'ils ont pris justement en un exemplaire. Ils ont aucune donnée dessus. Enfin, pour moi, ils l'ont pris parce qu'il fallait le prendre. Ouais, mais bizarrement, ils l'ont pas grillé. Ils auraient pu le griller en essai libre. Ils l'ont gardé pour la course. Je pense qu'il y a l'idée de se dire, s'il y a une catastrophe, il faut s'arrêter au stand au 2 ou 3e tour, ou à la fin du premier tour. C'est de dire, on tente avec le médium, on tente un seul arrêt. Après, en essai libre aussi, alors moi, c'est le truc qui m'a marqué pendant ces essais, pour continuer le tour des faits marquants de ce début de week-end. J'ai trouvé la séance d'essai libre 2 assez animée, c'est-à-dire que visiblement les pilotes ont eu beaucoup de mal à trouver du grip, et j'ai eu le sentiment qu'ils ont couru après le temps perdu, après le grip perdu en essai libre 2. Généralement en essai libre 2, les 20 premières minutes, ils vont chercher des chronos, et le reste, c'est des longs relais. Et je trouve que là, quasiment jusqu'à mi-séance, ils ont été chercher des chronos, et c'est d'ailleurs là que faut dire aussi qu'il y avait une grosse incertitude sur la météo, et il y avait un vrai risque qui est de la pluie à un moment dans la séance. Donc je pense aussi que c'est ce qui les a poussés à rouler très tôt. D'ailleurs, je crois que je sais plus qui avait dit en fin de séance qu'il avait commencé à avoir 2-3 gouttes, et en ce samedi matin, visiblement, on nous a expliqué qu'il y avait eu une averse pendant la nuit.
une grosse averse. Ouais. C'est ça, la piste est très très changeante. En plus, il faisait froid aujourd'hui. Enfin, je dis ça, il neige à Montréal, mais il faisait froid pour le mois d'avril en Chine. Et demain, il devrait faire plus chaud, donc ça va encore changer. Oui. L'adaptation et c'est vrai qu'ils ont eu un vendredi très venteux, ce qui contribue notamment au froid parce que c'est Laurent Dupin dans la pit lane, il disait il fait 19 degrés mais avec le vent en ressenti on est à -6. Donc il faisait très venteux et c'est ce qui sans doute jouait sur l'instabilité des voitures et la difficulté à trouver du grip. Là aujourd'hui pour les qualifications, ils ont eu un temps plutôt clément, des températures fraîches mais bon quand même plutôt pas mal. Et pour le coup du grip, parce qu'effectivement la piste a été lessivée, il faudra voir demain comment ça va se configurer. Marco et Bouchard, vous m'avez pas donné vous votre fait marquant, le truc que vous avez retenu jusque-là de ce week-end, enfin jusqu'au qualif. Moi, ce qui m'a marqué, c'est Hamilton que je trouve vraiment pas, enfin que je trouvais très très à l'aise vendredi et puis de le voir complètement perdu de plus en plus et d'être un peu négatif, ce qui est pas son habitude. Je trouve ça un peu étrange de voir le contraste entre l'Australie où il faisait un petit peu le malin et puis maintenant qu'il se rend compte que c'est plus difficile. Je trouve que il y avait une grosse différence. T'as eu le sentiment qu'il était à l'aise toi lors des essais libres? Moi je l'ai pas trouvé à l'aise. Du vendredi. Vendredi, oui, c'était bien. C'est vraiment d'un coup samedi. C'était quoi. bien, mais en fait, quand on regarde vendredi, c'était bien, mais c'était pas très nettement devant. Donc, est-ce qu'ils ont pas non plus cherché durant le week-end à trouver d'autres solutions? Parce que il y a un moment donné où quand même les écarts en essai libre 2 sont assez serrés et où à un moment donné, je crois qu'il y a une Ferrari qui est devant la Mercedes alors qu'ils ont un train de pneus plus dur que celui de la Mercedes. Donc, est-ce qu'ils se sont pas dit c'est vraiment chaud et on va essayer des choses. En plus, le changement de circonstances, de conditions faisant que ça améliore pas forcément l'ensemble. Mais voilà, moi hier sincèrement, j'ai pas trouvé Mercedes à l'aise. J'ai trouvé vraiment une bataille très serrée, très prometteuse. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est dégradé du côté de Mercedes. Alors est-ce que c'est Mercedes qui s'est dégradé ou est-ce que c'est Ferrari qui peut-être a passé un petit peu la tête dans les épaules hier et a beaucoup travaillé hier et s'est révélé aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il y a des deux. Hein. Il y a peut-être un peu des deux, oui. Parce que si c'était que Ferrari qui avait beaucoup progressé au cours du week-end, mais que la Mercedes marche très bien, je pense pas qu'il aurait fait cette tête. C'est que, oui, ça va passer moins bien. Et surtout, c'est que ça fait 2 week-ends que c'est moins bien. Oui, c'est vrai. Oui, surtout là sur vraiment un circuit d'aérodynamique et de moteur, ce qui était la force à Mercedes. Et en plus, ils aimaient aussi les températures fraîches. Et là, ils sont vraiment nettement derrière et ça veut dire quelque chose là. Ils se posent des questions. Et le pire pour Hamilton, c'est qu'il est derrière Bottas. Ouais. Alors, c'est dur de dire ça, mais c'est que là où on a Vettel qui est plus ou moins derrière Raikkonen lors des essais, mais qui à chaque fois au moment décisif passe devant. Là sur un moment où il est difficile, et on a le sentiment qu'avec Hamilton c'est toujours pareil, c'est dès que c'est difficile, il est derrière Bottas. Bouchard, toi, ton truc marquant depuis le début du week-end, ce serait quoi? Et après, on reviendra un peu plus sur les qualifs. Alors, pour être honnête, j'ai pas eu le temps de voir les séances d'essais libres, donc je me suis basé sur des résumés faits par l'excellent site motorsport.com. Et du coup, vous avez tout dit, quoi, déjà. Et donc, Fab. Ouais. Donc, si vous avez un avis plus objectif, faut demander à Fab. Il doit dormir à cette heure-ci. Il y a aussi l'unsafe release de Van Dorn. Oui. C'est vrai. Non mais sincèrement, là c'est justifié. Prendre un risque en essai libre 2. Ah bah oui. Pour moi ça se justifie. Oui. Ça prouve, c'est le 5e en 3 week-ends de Grand Prix. On n'est pas à la fin du week-end, hein, je précise, on n'est pas. Oui. C'est qu'il y a un vrai problème cette saison.
Et toujours $5 000 d'amende, toujours pas de volonté. Alors oui, on a enquêté avec Ferrari. Ferrari a expliqué, enfin a détaillé vraiment la raison du problème. Alors pour synthétiser de ce que j'ai compris, c'est que ils disent il y a 3 facteurs. Il y a le facteur humain, il y a le facteur mécanique, donc qui est lié au pistolet. Donc le pistolet en fait on le met sur le boulon, on tourne dans un sens, on le retire, on le remet, il tourne dans l'autre sens. Et il y a le facteur électronique. Données en fait qui grâce à des capteurs voit si les pneus sont là ou pas, et en fait visiblement la procédure chez Ferrari, ce qui était plus ou moins expliqué d'ailleurs par Scani lors de la dernière émission, mais ce qu'il a est confirmé, c'est que tout simplement le process, lui, quand il a utilisé les 3 trucs, comme les mécaniciens ont mis le pistolet et que ça n'a pas marché, ils l'ont retiré. Ils ont réessayé, ça a marché, donc pour lui ça avait fait bien une séquence 1-2, donc de ce côté-là c'était bon, donc le logiciel lui a pensé qu'ils avaient changé la roue, et quand le capteur a regardé, il y avait bien une roue, donc il a mis le feu vert. Donc apparemment Ferrari, ils ont revu ça, mais on voit que c'est fait avec la FIA, et que la FIA ne remet pas en cause du tout le fonctionnement, ça m'a perturbé bip bip. La FIA ne remet pas en cause le fonctionnement des arrêts, même s'il y a effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, des voix qui commencent à se faire ressentir. Et donc la qualif. Refaisons rapidement la grille. Donc je rappelle, pole position de Sébastien Vettel, devant Kimi Raikkonen, voilà. Ensuite c'est équipe par équipe, Bottas devant Hamilton, Verstappen et Ricciardo. Juste sur ces 6-là, moi j'ai 2 questions. Évidemment une question sur Raikkonen qui est à nouveau, j'ai envie de dire, dans l'exercice de la pole derrière Sébastien Vettel. Shinji, je voudrais ta réaction. Bah, comme je l'ai dit au début, pour rire, c'est-à-dire que c'est pas la première fois où c'est bien les 2 premiers secteurs, et sur le 3e, ça coince. Et globalement, j'ai l'impression que depuis le début de saison, j'ai l'impression de revoir un peu le même scénario quasiment chaque week-end, c'est-à-dire un très bon début de week-end, voire même avec des temps devant Vettel. Et comme tu l'as dit, Vettel se dépasse au moment où il faut en qualif, et donc au moment où il faut se placer, c'est Vettel qui passe devant. Et ce qui m'énerve un peu, c'est que les 2 premiers Grands Prix courses de Kimi ont pas été top. Et donc j'ai peur que ça soit une 3e fois pas top pour Kimi. Mais un peu ça qu'en termes de points, là on est à 50 pour Vettel et je crois 15 pour Raikkonen. Ouais, bah il a marqué un 0 la semaine dernière. Voilà. Non mais voilà. Donc non mais mine de rien, c'est des choses qui sont importantes. Si c'est un 3e week-end de plus où il perd des points sur Vettel, avec le potentiel de voir le championnat se dessiner à la fin, on va peut-être dire à Kimi, écoute, tu restes derrière, t'es gentil quoi. Bah c'est pas déjà le cas. Sincèrement, je ne sais pas. Qui est devant Hamilton, donc c'est parfait. La question c'est est-ce que c'est volontaire? Moi je pense surtout que c'est une question d'approche. Peut-être que la SF 71H c'est une voiture qui convient mieux à Raikkonen, il est tout de suite à l'aise avec la voiture le vendredi et du coup il travaille pas forcément avec, alors qu'on sait que Vettel, parce que Vettel l'a dit qu'il n'en est pas satisfait de cette voiture et donc il travaille plus avec et du coup le vendredi et le samedi il travaille sur la voiture, il explore des réglages et quand arrive le moment où il faut faire des temps, et ben en fait il arrive à sortir quelque chose de plus de la voiture. Bon après c'est aussi une qualité de Vettel d'être un petit peu dans l'ombre et tout d'un coup de sortir. Moi j'ai des souvenirs de Paul qui faisait en Chine justement dans les années Red Bull où le mec il sortait, il faisait un tour et c'était bon quoi. Donc peut-être que c'est ça aussi, peut-être que simplement il y a un peu plus de travail, mais parce que il est obligé de davantage travailler Vettel parce qu'il se sent pas à l'aise avec la voiture contrairement à Raikkonen. Mais après c'est quand même extrêmement serré et on n'a pas été habitué à ça les dernières années. Donc aussi, enfin, je pense pas que la qualification soit une qualité de Raikkonen, donc c'est qu'il est visiblement la course beaucoup plus rapide qu'avant. J'aime faire des amis. On verra demain, parce qu'il commence. Je pense que la pole position est sur le côté droit de la piste et on va voir. Il y a peut-être moins de grippe, ça inquiétait Vettel. On va voir. Si Raikkonen est devant, mais il faut qu'il soit devant au premier virage, sinon c'est clair que tout va être mis sur Vettel. En attendant, je crois que je peux me tromper, mais il me semble que c'est la première fois de mémoire
que les Mercedes sont à une demi-seconde derrière les Ferrari. Oui. Et c'est pas une Mercedes et une Ferrari, c'est les deux Mercedes à une demi-seconde des deux Ferrari. Oui. Et sous la menace de Red Bull, hein. Red Bull est pas très loin derrière. Je crois que Verstappen est 1/10 derrière Hamilton. Donc voilà, c'est pas un bon week-end pour Mercedes. Ça fait 2 week-ends de suite où c'est pas terrible pour Mercedes. Alors pour Verstappen, c'est normal, il a trouvé d'où venaient les 150 chevaux. Du coup, il les réutilise. Ils étaient sous son pied. Non, son gros orteil. Oui, parce que pour expliquer la blague, c'est quand même qu'après avoir crié au scandale sur Renault parce que d'un coup le moteur s'était mis à délivrer 150 chevaux de plus, eux qui demandent toujours que le moteur était pas assez puissant, ils ont quand même avoué c'est Christian Horner parce que Verstappen il a pas les couilles de l'avouer. C'est Horner qui a dit qu'en fait quand ils ont regardé la télémétrie sur le vibreur, Verstappen aurait appuyé sur l'accélérateur sans s'en rendre compte. Mon cul. Mais il a fait plus ou moins la même petite erreur en essai libre. Hein. Je sais pas si il a pas parlé du moteur, mais. Bah non, ils peuvent pas. C'est pas tout le temps une excuse qui est disponible. Je pense qu'ils ont une boîte à excuses et bon bah il y a 5 excuses Renault pour une autre excuse. Bon bah là c'était pas le cas de Renault. Au niveau des autres, on a donc le premier des autres, c'est un pilote Renault, c'est Nico Hülkenberg. Encore une fois devant Carlos Sainz. Moi, je trouve Carlos Sainz un peu décevant depuis ce début de saison. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, très décevant, très loin derrière Hülkenberg. Hein. Et j'en pas un pense dixième. Là, il est quasiment 3 dixièmes derrière. Et j'en pense qu'on a à peine plus de 4 minutes pour en parler. Non, parce que je voudrais parler d'autres pilotes après. Vas-y. Non. Ah non. On a évidemment parlé à Bahreïn pilote vedette qui était sous tous les projecteurs, en tout cas du côté français. C'était Pierre Gasly. Douche froide pour Pierre Gasly, éliminé dès la Q3. Douche froide, il avait prévenu quand même. Il dit que voilà. Oui, mais alors, je précise douche froide parce que lui est éliminé, alors que Hartley passe. Même si Hartley fait pas de magie en Q2. Il fait pas beaucoup plus mieux quand même. Oui, mais quand même Gasly avait tendance à quand même pas mal mettre une pile à Hartley et que là ça s'est pas concrétisé. C'est la première fois qu'il allait sur un circuit qu'il ne connaissait pas et que Hartley lui connaissait. Donc ça fait aussi peut-être une petite différence. Il y a juste, je crois, 88 millièmes entre les deux en Q1, donc c'est pas non plus une fessée. Hein. Ça aurait très bien pu tourner à l'avantage de Gasly, puis on en parlerait autrement, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est vrai. Est-ce que tu veux parler de Stroll, toi qui représente le Canada fièrement dans ce podcast? Et toi qui es tellement fan qui va aller dans la tribune portant son nom au Grand Prix du Canada. Oui. Bon. Je rappelle juste, attention, quand on parle de Stroll, je voudrais juste rappeler, Stroll c'est un podium et une première ligne. Et ça c'est important. C'est vrai. C'est mieux qu'Hülkenberg qui a juste une première ligne. Alors, oui, mais Hülkenberg, lui, il la rajoute pas, quoi. Est-ce qu'on a le droit alors que Stroll, il la ramène. Alors, est-ce qu'on a le droit de dire à Lentz que ce sont du coup 2 accidents? Il réussit la performance d'être derrière Sirotkin au bout de 3 courses, donc voilà. Oui. Il n'y a rien à dire. Williams c'est affligeant, mais lui, il est parfaitement affligeant. Ouais, et puis ses commentaires ne relèvent pas les choses, là. C'est un peu triste. Et pour finir sur cette qualif, moi il y a un petit truc que j'ai noté, c'est en Q2 chez McLaren on a fait la course d'équipe puisque visiblement on a demandé à Stoffel Van Dorn de faire le lièvre. Il l'avait testé, je sais plus quand en essai libre. Est-ce qu'ils avaient déjà testé à l'époque où Alonso était chez Ferrari, puis à l'époque où il était... Ouais, mais l'année dernière, ils faisaient chacun à leur tour, alors que là, il n'y a que Alonso qui a bénéficié de l'aspiration. Ouais. Puis ça a été je crois qu'ils auraient un numéro 1. Ouais, bizarrement. Alonso est très doué à cet exercice. Il fait toujours la position derrière. Oui. Bon, ça sert à rien puisqu'Alonso partira 13e. Derrière Esteban Ocon et Force India qui sont plutôt revigorés pendant ce Grand Prix de Chine. Ouais, apparemment, ils reprennent du poil de la bête, comme on dit. Ouais. Et ça, c'est impressionnant, ils ont quand même beaucoup progressé. Et ils ont dit qu'ils auraient un gros package qui arriverait en Espagne. Bon, à peu près comme tous les autres écuries, mais voilà. Ils attendent une grosse évolution au mois de mai. Et Ocon, on a hâte de voir le package.
Ocon toujours juste derrière Perez, mais cette fois avec les pneus, je pense que il vaut mieux être derrière que devant. Oui. Mais c'est pareil pour Magnussen qui est 11e, juste derrière Grosjean. Mais en fait, Magnussen, il a la meilleure place. C'est-à-dire qu'en performance, c'était moins bien juste sur la qualif, parce que quand même, Grosjean a eu un week-end difficile. Et il nous reste une minute, messieurs. Mais du coup, ça peut peut-être lui permettre d'inverser les choses et de rétablir la hiérarchie chez As durant la course. Pour finir, messieurs, comme il nous reste juste une minute, je voudrais juste vite fait votre pronostic pour la course de demain. Le vainqueur. Kimi. Vettel. Bûcher. Vettel, j'ai dit. Ah, j'avais pas entendu. Eh ben moi, je vais dire Vettel, évidemment. Voilà. Donc, comme l'émission se termine, messieurs, je n'ai qu'à vous dire merci pour cette émission. Voilà. Merci à toi. Vous rappelez, chers auditeurs, que le SAV de la F1, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter, c'est sur savf1.fr, que le SAV de la F1, c'est... Il mérite ses podcasts. C'est stressant, c'est contrairement au qu'il y avait. C'est très stressant. Et donc tout ça pour vous dire, vous débrouillez pour tout le reste. On vous donne rendez-vous pour la course lundi vers 21h. Ciao. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Tower cleared.